Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Une des surprises de l'exploration du système solaire externe a été la découverte de lunes océans. Autour de Jupiter, de Saturne et peut-être même de Neptune, on trouve de grands satellites glacés qui montrent des signes d'océans liquides à quelques kilomètres sous leur surface. Les lunes Europe, Ganymède, Callisto, Encelade, Mimas et Triton sont soupçonnées, à plus ou moins fort degré, d'être dans cette configuration. Dans cette liste, les preuves les plus accablantes concernent Europe et Encelade. Les deux lunes ont été étudiées par des missions américaines et la présence de leur océan est maintenant une quasi-certitude. Encelade est un cas difficile mais très intéressant. C'est peut-être la cible la plus prometteuse pour l'exobiologie dans le système solaire. Seulement Saturne est difficile à atteindre et la Lune est toute petite. Plus près de nous, autour de Jupiter, Europe présente une cible peut-être un peu moins prometteuse sur le plan de l'exobiologie, mais plus facile à atteindre. Le trajet est moins long, les communications plus faciles. C'est pourquoi, rapidement après la découverte de son océan, voilà un quart de siècle, la NASA a décidé de lui octroyer une mission dédiée. Une mission qui étudierait cet océan et qui pourrait nous dire si la vie a pu s'y développer. Le rythme des agences spatiales est lent, mais on a de la chance. La semaine prochaine, cette mission d'exploration américaine, Europa Clipper, décolle. Et elle emporte avec elle des espoirs réels de découvrir la vie au-delà de la Terre. La mission Galileo a été le premier orbiteur placé autour d'une géante gazeuse en 1995. Pendant des années, il a scruté Jupiter, la plus grande planète du système solaire, et son cortège de lunes. Parmi ses observations, il a analysé le champ magnétique de la géante gazeuse, pour s'apercevoir d'une étrange anomalie. Au niveau d'Europe, une des 4 lunes principales de Jupiter, ce champ magnétique est perturbé. Il produit un champ magnétique secondaire. C'est donc que quelque part dans les profondeurs de la Lune, il interagit avec un fluide conducteur. L'hypothèse la plus vraisemblable est que c'est une masse importante d'eau liquide et salée qui induit ce champ magnétique. Cela colle plutôt bien avec les observations faites à la surface. Europe nous montre une croûte jeune, en mouvement, qui donne l'impression de ne pas être reliée au reste de son intérieur, comme si elle flottait sur un liquide. Ces observations, combinées à la modélisation des effets de marée de Jupiter, font aujourd'hui peser un fort soupçon. Europe possède certainement un océan enfoui sous quelques kilomètres de glace. Les questions qui viennent ensuite sont donc: quelles sont les propriétés de cet océan? Quelle est sa chimie? Est-elle compatible avec la vie? Y a-t-il des interactions entre l'océan et la surface et entre l'océan et le plancher rocheux? C'est avec toutes ces interrogations que la mission Europa Clipper a été pensée. En développement depuis 12 ans, voire plus si on compte les projets de mission qui l'ont précédé, elle propose de nous apporter un éclairage nouveau sur une des cibles d'exobiologie les plus prometteuses du système solaire. Pour remplir cet objectif, la NASA a déployé des moyens importants. Europa Clipper est un des programmes les plus ambitieux de ces 10 dernières années. La sonde est massive, 6 tonnes, embarque de très nombreux instruments, a déjà coûté plus de 2 milliards de dollars et a été pensée sur mesure pour l'étude d'une unique lune de la géante gazeuse. C'est-à-dire à quel point Europe intéresse les planétologues. La sonde est prévue pour décoller jeudi prochain, à bord d'une Falcon Heavy. On vous proposera un live de couverture sur Twitch pour que vous puissiez suivre ça et un replay sur YouTube. Après ça, la sonde démarrera un long voyage de 5 ans et demi. Même avec l'impulsion d'une Falcon Heavy, Europa Clipper est tellement lourde qu'elle aura besoin de 2 manœuvres d'assistance gravitationnelle autour de Mars et de la Terre pour se mettre définitivement sur la route de la géante.
L'arrivée dans le système de Jupiter doit donc se faire autour d'avril 2030, grâce à une longue mise à feu des moteurs qui s'étalera sur plusieurs heures. Près de la moitié de la masse de la sonde au décollage est ainsi constituée d'ergols, 2,7 tonnes d'hydrazine et de peroxyde d'azote. Malgré ses capacités de propulsion importantes et sa cible bien identifiée, Europa Clipper ne va pas se mettre en orbite autour d'Europe. Elle se placera en orbite autour de Jupiter. Cette orbite sera d'abord très excentrique, mais la sonde pourra progressivement réduire son apoastre par le biais de manœuvres d'assistance gravitationnelle autour de Ganymède, la plus grande lune du système solaire. Ce sera l'occasion de tester ces instruments autour d'un autre astre et peut-être de faire des découvertes intéressantes. Une fois son orbite ajustée, Europa Clipper survolera très régulièrement Europe. L'objectif est de passer 45 fois à proximité de la Lune Océan en l'espace de 3 ans et demi. Cette stratégie est moins gourmande en gaz propulsif, et surtout elle permet à la sonde de ne pas s'exposer aux terribles radiations engendrées par le puissant champ magnétique de Jupiter. La trajectoire de chaque survol permet sur cette illustration de mieux comprendre la stratégie. On y voit au centre Jupiter. Le disque jaune représente la zone de radiation d'intensité moyenne, et le disque orange là où se trouvent les radiations les plus dangereuses. Pas de chance, c'est là où gravite Europe. Grâce à son orbite elliptique, la sonde peut passer la plupart de son temps de mission en dehors de ces zones. Elle y plonge périodiquement pour réaliser ses survols de la Lune. L'autre mesure de protection consiste à blinder l'électronique de la sonde dans un caisson épais de titane et d'aluminium. C'est la technique qui a été employée sur la sonde Juno, et comme cette dernière est toujours en opération 3 ans après la fin de sa mission primaire, on peut espérer qu'Europa Clipper aura la même longévité. Rajouter 3 ans de mission permettrait de réaliser plusieurs dizaines de survols supplémentaires, ce qui permettrait par exemple d'observer d'éventuels changements à la surface de la Lune. Les survols seront très rapprochés et la NASA espère pour le plus audacieux d'entre eux frôler la surface d'Europe à seulement 25 km d'altitude. Les images promettent d'être merveilleuses. Europa Clipper reprend également la stratégie énergétique de sa grande sœur Juno, des panneaux solaires plutôt que des RTG. Juno a prouvé que malgré l'éloignement de Jupiter au Soleil, c'est une source d'énergie qui fonctionne. Cela permet de réduire les risques au lancement et d'augmenter la puissance électrique disponible. Les panneaux d'Europa Clipper font 30 mètres d'un bout à l'autre et devraient offrir une puissance disponible d'1 kW. Comparé aux 480 watts de Galileo, c'est un progrès notable. Cette énergie va permettre d'alimenter une suite d'instruments très complète. Elle comprend 2 caméras, une avec un grand angle et l'autre pour les plans serrés, avec une résolution de 8 mégapixels chacune. Elles seront épaulées par une caméra infrarouge qui pourra faire ressortir les différences de température en surface. Peut-être un moyen d'identifier l'endroit où la croûte de glace est la plus fine. Pour les analyses chimiques, la sonde embarque 2 spectromètres, l'un en infrarouge, l'autre en ultraviolet. En décomposant la lumière reflétée de la surface, ils pourront déterminer quelles espèces chimiques s'y trouvent. Si la Lune possède des geysers, ils pourront également se pencher sur leur chimie. En comprenant la composition de la surface, il deviendra bien plus facile de modéliser la chimie de l'océan. La présence de glace, de sel et de composés organiques sera particulièrement scrutée. Bien entendu, Europa Clipper embarque un magnétomètre. C'est cet instrument qui a permis de découvrir l'océan de la Lune. Et il est donc primordial de s'assurer qu'on a bien compris les mesures de Galiléo. Les résultats enregistrés grâce à cet instrument devraient permettre de confirmer une fois pour toutes la présence d'un océan liquide et de déterminer sa profondeur et sa salinité. Il sera épaulé par un analyseur de plasma. Une des missions les plus intéressantes de la sonde sera de déterminer à quelle profondeur l'océan commence. Pour y parvenir, elle pourra s'appuyer sur un radar pénétrant. Il pourra sonder les premiers kilomètres de la croûte de glace à la recherche d'une interface entre l'eau liquide et l'eau solide. Il pourra éventuellement dévoiler des poches d'eau liquide captives ou même des geysers si Europe en a. En parallèle, les antennes d'Europa Clipper seront utilisées pour sonder le champ gravitationnel de la Lune. Ces irrégularités pourront informer les planétologues sur la structure interne d'Europe, ce qui devrait encore une fois aider à caractériser son océan.
Les deux derniers instruments sont un peu particuliers, ils fonctionnent in situ. Ils ne sont pas conçus pour observer à des dizaines de kilomètres de distance, mais pour récolter des informations à partir de mini-échantillons. Europa Clipper ne va pas se poser sur sa cible. Les responsables de la mission espèrent en revanche que la Lune éjecte des matériaux dans le système de Jupiter, via des geysers ou des micro-impacts. Un spectromètre de masse et un analyseur de poussière vont donc tenter de récupérer un peu de cette poussière pour l'analyser directement à l'intérieur de la sonde. Cela offrira des informations de chimie supplémentaires. Chacun de ces instruments a le potentiel de nous révéler de nouveaux secrets d'Europe. Le but premier est de confirmer et de caractériser l'océan. On aura peut-être la chance de découvrir des biosignatures dans les espèces chimiques qui seront détectées. Et qui sait, peut-être même développer de forts soupçons sur la possibilité de la vie sur Europe. L'étape suivante sera cependant plus complexe. Si dans 10 ans Europe s'annonce plus prometteuse que jamais, il faudra peut-être se résoudre à tenter l'exploration de l'océan in situ. Des propositions ont déjà été faites dans ce sens à base de foreuses thermiques et de nano-sous-marins. Pour le moment, c'est de la science-fiction. Ce sont les résultats de la sonde qui va décoller la semaine prochaine qui dicteront si un effort de développement aussi conséquent mérite d'être lancé. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.